AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la résilience, c'est la thématique que vous avez choisie aujourd'hui. On va l'aborder avec votre invité, le général d'armée Richard Lizuret, président du Comité français pour la résilience nationale. On va en parler dans un instant, mais c'est une cause qui vous tenait particulièrement à cœur ce dimanche, Muriel. Oui, et en particulier au vu des événements que nous sommes en train de vivre. Alors la résilience, ce mot vient du latin résilire, qui signifie rebondir. Il décrit à l'origine la faculté des matériaux à retrouver leur forme originale après avoir été compressés ou étirés. Dans les années 70, ce concept a pris racine dans un tout autre terrain, l'écologie, grâce au chercheur canadien Hollings qui a vu dans les écosystèmes une force, celle d'absorber les chocs tout en préservant leur fonction vitale. Dès lors, l'idée de résilience s'est propagée à de nombreux domaines. Aujourd'hui, la résilience symbolise cette formidable capacité à faire face aux défis. Les sciences comportementales et sociales, la psychologie s'en sont emparées, l'élevant au rang d'emblème de la ténacité. En ce sens, ce n'est plus simplement une qualité, elle devient un objectif, un processus, une méthode pour surmonter l'adversité. Dans le monde des affaires et des organisations, parler de résilience, c'est parler d'anticipation, d'adaptabilité. La résilience, c'est ce qui permet à une entreprise de rester debout, peu importe les aléas qu'elle rencontre. À l'échelle d'un pays, la résilience englobe la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, une force collective pour répondre efficacement aux défis mondiaux et aux changements incessants. Cependant, la résilience n'arrive pas par magie. Elle exige une compréhension profonde des vulnérabilités, une volonté ferme d'anticipation, une réévaluation des méthodes, une flexibilité et une détermination à se préparer et à s'entraîner. Car la résilience n'est pas innée. Elle se cultive, s'entretient, se fortifie. Dans un avenir imprévisible, elle est la clé, non seulement pour survivre, mais aussi pour s'épanouir et prospérer. En fait, plus qu'une simple capacité de réaction, la résilience est un engagement à évoluer, à se transformer, se métamorphoser, à convertir les adversités en opportunités. Elle repose sur notre habilité à absorber et à surpasser les crises, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociétales. Et si elle a un impératif, c'est bien celui-ci: placer l'humain au cœur de la dynamique. Car c'est ensemble et unis que nous rebondissons le mieux. On en parle tout de suite avec votre invité. On accueille avec plaisir sur Sud Radio le général d'armée Richard Lizuret. Bienvenue mon général. Bonjour et merci de m'avoir invité. Vous êtes le président du Haut Comité français pour la résilience nationale. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Général, bonjour. Cher Bonjour. Richard. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, plus particulièrement à l'initiative des présidences du Sénat et de l'Assemblée nationale, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République sont invités à rejoindre la grande marche civique contre l'antisémitisme. Mélenchon dénonce un rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Quelle est votre réaction à ces propos ? Alors d'abord, j'ai une réaction positive à l'égard de l'initiative qui a été prise par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, parce que c'est une manifestation républicaine. Ce n'est pas une manifestation politique. Et c'est important de le dire. Et donc, l'individu que vous avez cité, je m'abstiendrai de citer son nom parce qu'il ne le mérite pas, parce qu'il n'a aucun mandat. Il ne représente personne, à part lui-même et peut-être son clan. Il est tellement dans l'outrance que je pense que à un moment donné, il faudra l'ignorer. D'ailleurs, j'invite les médias à arrêter de l'inviter en permanence. C'est outrancier. Lorsque des agressions terroristes majeures, de masse, ont été exécutées, en fait, le 7 octobre, lorsqu'on a eu, effectivement, les drames qu'on a connus, lorsqu'on voit l'attaque que subissent nos compatriotes de confession juive, je pense que c'est notre devoir de nous lever et de leur dire que nous sommes avec eux, de leur dire que la République, elle accepte tout le monde et elle protège tout le monde. Et profiter de ce moment pour déblatérer des outrances, vraiment cet individu n'a plus aucun intérêt à être écouté. Vous irez à cette manifestation ? Oui, bien sûr, oui. Alors, vous êtes aussi adjoint au maire de Chartres, chargé de la sécurité et de la tranquillité publique. Cette tranquillité, on en est très loin aujourd'hui. 83% des Français se disent inquiets de l'augmentation de ces très nombreux actes antisémites en France. 1040 depuis le début des attaques du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier. Depuis le début des attaques du Hamas contre l'État d'Israël, le 7 octobre dernier. Vous partagez cette inquiétude des Français ? Oui, je la partage parce que je la ressens. À Chartres, qui est une ville apaisée, une ville tranquille, on a malgré tout des réactions ici ou là, parfois
violente, effectivement, mais souvent très insidieuse, où on accuse tel ou tel de confession israélite d'être vecteur de ceci ou de cela. Et dans les 1040 faits cités, ce sont les faits portés à la connaissance d'autorité. Je crains malheureusement qu'il y en ait beaucoup plus, beaucoup d'autres. Et il nous faut tenir compte, ne pas être dans le déni. Quand on voit toutes les manifestations qui ont eu lieu de par le monde, en Europe, en France, avec des gens qui se félicitaient des massacres du 7 octobre, je me dis que nous devons être inquiets. C'est pas que nous pouvons être inquiets, nous devons être inquiets. Nous devons nous préparer, nous devons, à un moment donné, nous organiser pour que ce phénomène d'antisémitisme ne diffuse pas davantage et qu'il régresse de jour en jour. Il faut nous opposer à ce type de comportement. La résilience, c'est se préparer à l'impensable. Vous avez été directeur général de la gendarmerie pendant de nombreuses années. L'impensable, nous l'avons vécu en France, en particulier à Paris, avec les attaques terroristes du Bataclan. À l'époque, vous étiez major général de la gendarmerie nationale. Cette attaque, vous l'avez vécue au cœur du dispositif opérationnel. Vous étiez en salle de crise. Évidemment, ces événements ont marqué l'opinion publique mondiale, tout comme les attaques du Hamas ces derniers temps. Est-ce que vous comprenez les critiques de ceux qui remettent en cause l'efficacité de l'approche militaire, et que diriez-vous de ces civils, de ces étudiants dans les universités américaines en particulier, qui arrachent les portraits des otages? Alors d'abord, pour parler de ceux qui arrachent les portraits, j'observe qu'il y a quelques jours, nous avons une ancienne collaboratrice du Quai d'Orsay qui elle-même a été extrêmement virulente, qui d'ailleurs a été immédiatement condamnée par le ministère, encore une fois, et ça il faut le remarquer. Donc ça veut dire que c'est possible de s'opposer. Les étudiants qui souvent sont des bobos un peu perdus, en fait, qui se cherchent une cause, ne savent pas ce que c'est que la guerre. Ils ne savent pas ce que c'est que le terrorisme. Ils ne savent pas ce que c'est que la douleur des familles de perdre un proche. Et je pense qu'il faut qu'on continue à essayer de les convaincre. Alors il y en a certains qui sont effectivement convaincus du contraire, qui sont dans une logique violente, une logique terroriste, le Hamas étant un mouvement terroriste, je le rappelle. Et effectivement, le Hamas, très clairement, essaye d'infuser cette espèce de victimisation permanente. Ce ne sont pas des victimes. Le Hamas est un mouvement terroriste qui attaque, qui d'ailleurs se revendique, je dirais, de cette stratégie de vouloir détruire un État. Et quand j'observe effectivement ces mouvements d'étudiants ou d'autres politiques, je parle notamment de l'extrême gauche en France, qui les soutiennent, qui quelque part, d'ailleurs parfois sont même leurs porte-parole, là je me dis qu'il faut dire les choses clairement. Il ne faut pas être dans le déni. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Un responsable politique de haut niveau a dit que LFI, pour ne pas les citer, était en dehors de l'arc républicain. Pour l'instant, j'en vois pas la conséquence au niveau des institutions. S'ils sont en dehors de l'arc républicain, il faut prendre des mesures. Il faut que la présidente du Parlement, de l'Assemblée nationale, prenne des mesures. Il faut comme que le gouvernement par exemple comme par exemple, les traduire devant une cour de justice, à un moment donné, pour les expressions violentes, les soutiens au terrorisme qu'ils apportent régulièrement, participer à des manifestations interdites où on nie très clairement la qualité de victime des gens qui sont morts et qui ont été blessés le 7 octobre. Je me dis là, il y a un problème quelque part dans notre démocratie et il faut vraiment essayer d'y remettre de l'ordre. Alors on parle beaucoup d'importation du conflit. Le terme d'importation du conflit israélo-palestinien vous paraît-il adapté et quelle est votre opinion sur la manière dont ce conflit peut influencer la paix et la sécurité internationale ? Alors oui, je pense que ce conflit a un impact. Il infuse pas dans les termes, évidemment, qui sont vécus au Proche-Orient et au Moyen-Orient, mais on voit bien que c'est utilisé, c'est instrumentalisé par un certain nombre de groupuscules, un certain nombre de mouvements, un certain nombre de pays. Alors, des pays qu'on soupçonne de manipuler, on parlait de la Russie, on parle de l'Iran, on parle de beaucoup de pays. Alors moi, je n'ai pas les éléments suffisants pour dire quel pays actionne qui, mais il est certain que ce conflit a infusé dans notre société. Et il a amplifié les fractures qui existaient déjà et qui existent encore aujourd'hui et qui, malheureusement, si nous n'y prêtons pas attention, vont s'amplifier. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, essayer, et c'est l'intérêt de la manifestation d'aujourd'hui, manifestation républicaine, je le rappelle, que de rassembler tous les républicains pour faire face à cette menace, qui est une menace
pour notre République, qui est une menace contre nous. Alors aujourd'hui, vous êtes le président du Haut Comité français pour la résilience nationale, qui est une association d'intérêt général. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette nouvelle mission ? Alors, j'ai accepté cette mission parce que ce Haut Comité, qui fonctionne depuis maintenant plus de 40 ans, a été créé, je dirais, dans des conditions et dans des circonstances extrêmement difficiles, où un certain nombre de conflits avaient lieu. Et l'objectif de cette association, c'est justement de travailler à la préparation des crises futures, à la préparation de la société, donc dans ses institutions, dans ses entreprises, chez les individus. Je pense qu'il est important, et vous le disiez tout à l'heure, en fait, que la résilience, c'est d'abord de la préparation, de l'anticipation. Mais cette préparation, ce n'est pas qu'une préparation théorique. L'association est là pour accompagner les collectivités territoriales, les entreprises, les individus, dans une démarche de progrès, une démarche de compétence. L'idée, c'est de monter en compétence, d'être capable, non pas de deviner les crises, parce que de toute façon, personne n'a la boule de cristal. En revanche, quelle que soit la crise qui va nous arriver, il faut être capable de faire face. Alors faire face, c'est-à-dire absorber la crise, être capable de la surmonter et ensuite être capable d'en tirer les enseignements pour être meilleur demain. C'est ça le principe. Et le principe de l'association, c'est justement de mettre en place un écosystème entre tous les acteurs pour que chacun puisse profiter de l'expérience de l'autre, pour qu'on puisse monter un certain nombre d'exercices, qu'on fasse des veilles, et puis que demain, effectivement, nous ayons la chance, l'opportunité de diffuser au maximum cette culture de gestion de crise, cette culture de risque. Il ne faut pas avoir peur de dire la crise, il ne faut pas avoir peur d'apprendre aux gens à se mettre sous les tables quand il y a des bombardements, ainsi de suite, parce qu'on a bien vu l'Ukraine. L'Ukraine, c'est les portes de l'Europe, c'est chez nous. Je ne souhaite pas que ça nous arrive, mais ça peut nous arriver. Et ce jour-là, il faudra qu'on soit prêt. Oui, alors vous dites on est prêt, on devrait être prêt et on forme les organisations. Moi, j'ai participé il y a 2 ans à un voyage à San Francisco sur la résilience des organisations et j'ai été extrêmement frappée de la préparation de la population face, par exemple, à l'augmentation du niveau de la mer. On vient de vivre 2 tempêtes majeures, Ciarán et Domingos. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est assez préparé à titre individuel pour affronter, par exemple, les crises environnementales ou les crises terroristes ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que, et alors là c'est le politique qui vous parle, c'est l'élu local qui vous parle. Ouais. En fait, la politique en France vise à expliquer aux citoyens que tout va bien, que le politique contrôle tout, c'est tout, et il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et surtout, ne pas préparer les gens à la gestion de crise, parce que ça risquerait d'être anxiogène. J'ai entendu ça dans mes fonctions précédentes, en disant non, oula, surtout pas, c'est anxiogène, on va préparer les plans. Donc généralement, on prépare des plans qui d'ailleurs sont plutôt bien préparés par un certain nombre d'organismes, qui sont classifiés, secret défense, confidentiel défense. C'est-à-dire qu'on prépare des plans que personne ne peut connaître, à titre individuel, uniquement les responsables. On imagine bien que quand ça arrive, globalement, déjà, il faut ressortir le classeur, il faut se rappeler le gars qui l'a écrit, et puis celui qui est sur le terrain, l'élu local, le citoyen, lui, le plan, il ne le connaît pas. Donc, mon travail aujourd'hui, en tant que président de cette association, et mon souhait, c'est justement d'infuser cette culture du risque. Il ne faut pas avoir peur, il faut se préparer. Quand on est prêt, on ne résiste pas toujours à tout et on n'est pas toujours capable de surmonter les choses, mais en tout cas, on est beaucoup plus mature et beaucoup plus fort que quand on n'est pas préparé. Et ça, c'est une vraie constante. Et je pense que dans notre société aujourd'hui, le système politique français n'est pas propice, en fait, à l'accompagnement du citoyen vers l'âge adulte. En fait, on infantilise en permanence le citoyen. Ah oui, alors les Jeux Olympiques vont arriver, c'est quand même un événement majeur. Vous ne me rassurez pas vraiment, mais je n'étais pas le but non plus. Je n'étais pas rassurée, pour tout vous dire. J'ai moi-même les mêmes inquiétudes que celles que vous évoquez. Dans quelle mesure est-ce qu'on est prêt pour ces Jeux du point de vue organisationnel et sécuritaire, même si les Jeux, c'est une équation complexe? Alors, les Jeux Olympiques, effectivement, d'été, c'est vraiment une équation complexe avec des variables à tous les niveaux. Moi, j'observe que dans d'autres pays, la préparation se faisait sur les 5-6 ans précédents, l'événement. Le génie français fait que nous, on est capable de gérer la préparation en 2 ans. Why not, Je suis raisonnablement inquiet pour répondre à votre question. D'abord parce qu'on n'a pas utilisé, on n'utilise pas toutes les technologies existantes au profit de la sécurité, pour des raisons idéologiques ou techniques d'ailleurs. Et donc, moi, je pense... Alors, autant il y a une mobilisation, et il faut le reconnaître, de l'ensemble des forces de l'ordre, de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ce rendez-vous majeur.
autant je pense qu'on a pris du retard dans la préparation. Et ce retard, j'espère qu'on va pouvoir le rattraper, mais quelqu'un disait que le temps perdu ne se rattrape jamais. C'est pour ça que je suis raisonnablement inquiet. Alors les crises, vous le disiez, on ne les voit pas venir, elles sont souvent imprévisibles. La crise climatique, ça là, on la voit de jour en jour. La crise sociale, on l'a vu avec les gilets jaunes, ça ne va pas s'arranger. La crise cyber, on l'attend. Elle va sûrement nous tomber dessus un jour, de façon peut-être même mondiale et organisée. Quels sont les conseils que vous donneriez à nos auditeurs aujourd'hui pour être un peu plus tranquilles ou rassurés Alors c'est impossible de donner des conseils pour être rassuré. Moi, mon travail, c'est de les inquiéter. Pas trop, mais suffisamment pour qu'ils se préparent. Et l'objectif, c'est de se préparer à l'improbable. Et si on est prêt à accepter l'improbable, on sera prêt à le traverser et à se remettre en marche derrière. Et à le surmonter. Bon, on va espérer surmonter toutes les problématiques qui nous arrivent, grâce à vous, Général. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci à vous et bonne continuation. Exactement, et bonne marche républicaine, si j'ose dire, en tout cas, puisqu'elle est programmée pour aujourd'hui dans la capitale. Merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. À bientôt. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGIPI, association d'assurés engagés et responsables.